Veuillez vous asseoir. L'audience reprend. Avant de donner la parole à la défense de M. Khieu Samphan, afin que celle-ci poursuive l'interrogatoire du témoin, la Chambre tient à rappeler aux témoins que la Chambre a noté que vous êtes fatigué lorsque vous témoignez devant la Chambre. Cependant, en même temps, la Chambre émet l'espoir que le témoin pourra continuer à témoigner pendant 1 heure encore. La Chambre a déjà informé le témoin auparavant du fait qu'il a l'obligation de répondre aux questions qui lui sont posées par les parties sur la base de ce qu'il a entendu, de ce qu'il sait ou de ce dont il a l'expérience, et ce portant sur les faits ou des événements pertinents en l'espèce. Et comme vous l'avez vous-même indiqué, monsieur le témoin, hier, nous sommes réunis ici à la recherche de la vérité qui entoure les événements qui se sont produits. Les Nations Unies et le gouvernement du Cambodge se sont accordés pour créer ce tribunal dans ce but. Encore une fois, la Chambre espère que vous continuerez à essayer de contribuer et d'apporter votre assistance à la Chambre dans sa recherche de la vérité. Pouvez-vous faire cela, monsieur le témoin? Le témoin, je vous remercie, monsieur le Président. Je suis volontaire pour continuer à témoigner. Le Président, je remercie le témoin. Je donne à présent la parole au Conseil pour la défense afin qu'il puisse continuer son interrogatoire du témoin. Merci, Monsieur le Président. Pour ce qui me concerne, j'en aurai terminé dans très peu de temps. Pour faire suite à ce que vous venez de rappeler au témoin, je voudrais donc en profiter pour lui répéter la question à laquelle il n'a pas voulu répondre avant que nous prenions la pause. Quel était au ministère des Affaires étrangères le nom des personnes qui étaient en charge d'amener les prisonniers à S21? Je vous remercie. J'ai répondu auparavant qu'en général, c'était le camarade Lin. Et je parle ici d'une pratique générale. Alors maintenant, vous me posez une question sur un point différent, mais je vais répondre à votre question suivant les instructions du Président. Je ne modifierai pas, je ne reviens pas sur les réponses que j'ai données au bureau des juges des coprocureurs. Le camarade Jem a une fois amené le camarade Din à S21. Le nom du camarade dont vous venez de parler s'écrit C-H-E-A-M, c'est bien cela, monsieur? Réponse, Monsieur le Président. Le messager du ministère des Affaires étrangères
c'était Chim. Merci, monsieur le témoin. Il me reste très peu de questions. Je crois qu'il y a eu un tout petit malentendu dans le déroulement de mes questions. Je pense, d'après ce que j'ai compris, que vous n'avez pas directement répondu à la question de savoir comment saviez-vous que Rung travaillait aux entrepôts d'État. Monsieur le Président, le camarade Rum travaillait aux entrepôts d'État. Il m'a rencontré lors de la cérémonie du 17 avril à Borei Keila, et son activité se concentrait particulièrement sur la zone sud. Et je le connaissais depuis longtemps. Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président, je vais terminer. Et nous en avons terminé pour l'équipe de Monsieur Kyosan. Le Président, je vous remercie. Le Président, et comme il nous reste du temps et que le Conseil pour la défense de M. Nunche a été informé l'autre jour du fait que s'il nous restait du temps, il pourrait donner la parole au Conseil national pour la défense de M. Nunche afin que celui-ci puisse poser d'autres questions aux témoins. Le Conseil national pour la défense de Nunche a maintenant la parole. Le Conseil. Bon après-midi, Monsieur le Président. Bon après-midi, Mesdames et Messieurs les juges. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir donné une autre opportunité de poser des questions aux témoins, Monsieur Duc. En premier lieu, témoin, j'aimerais vous demander, vous posez des questions sur ce que vous avez dit au conseil de M. Kyo Sampang. Vous avez dit qu'une lettre signée par M. Nunche, en fait 4 lettres, vous intimant de travailler avec le camarade Vaughan, avec le frère Vaughan. Est-ce que vous êtes encore en possession de cette ou de ces lettres, ou les avez-vous remises au bureau des co-juges d'instruction ou des coprocureurs? Deuxièmement, est-ce qu'il y a eu une intervention quelconque de la part de M. Nunchea? Réponse, Monsieur le Président. J'aimerais informer la Chambre du fait que la lettre était rédigée de manière à introduire le camarade Boone, et mention a été faite de Boone, donc du frère Boone. C'était un alias secret de frère Nunchea. Si j'ai bon souvenir, je n'ai pas gardé cette lettre, je l'ai oublié. Les autres lettres du frère Noun, je les ai conservées, mais lorsque je me suis enfui, je ne les ai pas emmenées avec moi. Alors, je ne sais pas si le bureau des coprocureurs pourrait les retrouver.
Donc, voici ma réponse à vos questions. Et donc, je ne suis pas tout à fait sûr du reste de votre question. Mon autre question, dit le Conseil, est la suivante. Pensez-vous qu'il s'agissait d'un ordre de Pol Pot ou d'une intervention de M. Nunchea? Réponse. Monsieur le Président, en principe, c'était le frère Paul qui prenait les décisions et c'était le frère Noon qui supervisait la pratique. Donc je pense que la décision a été prise par le frère Paul et que le frère Noon assurait le suivi car le frère ne s'est jamais présenté en personne. Je vous remercie. Ma question suivante. Dans les statuts du Parti communiste du Cambodge, on peut lire que le sous-secrétaire suit le secrétaire. Il n'était donc pas possible pour Nunchea de prendre une décision, bien qu'il se soit agi de son propre travail, comme par exemple les assemblées d'éducation. Donc, en fait, les décisions revenaient à Pol Pot. C'était lui qui avait la responsabilité ultime. Et donc, en dernière instance, les décisions étaient prises par Pol Pot. Est-ce exact? Réponse. Monsieur le Président, en tant que contrôleur, c'est exact. C'est lui qui prenait les décisions en matière de travail. Une fois que la décision avait été prise, il fallait qu'elle soit appliquée. Et donc, les subalternes étaient chargés de la mise en œuvre de la décision et quelqu'un suivait ou surveillait leur activité. Par exemple, comme c'est indiqué dans la décision du 9 octobre 1975, où il est clairement indiqué qu'en l'absence du frère Paul, c'est le frère Noon qui prendrait les décisions en son nom et place. Et à partir de l'analyse des documents de S21, ceci c'est après 1978, je n'ai rien vu qui montrait que le frère Noon demandait conseil au frère Paul. Il incluait de brèves annotations, notamment au sujet de l'arrestation de Concha dans la province de Préavé. Et donc, lorsque le secrétaire n'était pas là, c'était le sous-secrétaire qui reprenait sa charge. Et ceci était en conformité avec les statuts du parti. En ce qui concerne le travail du parti, cela signifiait que le contrôle des biographies le revenait. On nous a dit qu'il ne fallait pas avoir foi dans les réseaux de l'ennemi, qu'il ne fallait faire confiance qu'à nos propres réseaux. Bang Luan était chargé de la biographie de Long Noel et il connaissait les choses mieux que Ieng Sary. Et en particulier en l'absence de Pol Pot, où le frère Noon prenait des décisions. Lorsque Pol Pot prenait une décision, c'était Nunchea qui assurait la surveillance de la bonne exécution des décisions. Conseil, je vous remercie. Témoin, vous étiez le responsable à S21 et vous étiez de rang égal
à celui d'un chef de district. Et ceci, d'après les réponses que vous avez données au coprocureur. Ma question est la suivante. Vu votre rang équivalent à celui de chef de district, j'émets l'hypothèse que vous aviez le même niveau d'éducation que les chefs de district. Comment pouviez-vous comprendre, avoir une connaissance plus approfondie que cela? Réponse. Monsieur le Président, j'étais membre du Parti communiste du Cambodge depuis 1971. Donc, quand il s'agit de l'étude des statuts du parti, je les ai étudiés à partir de 1977. Et donc, je savais que le parti avait toujours un pilier central et le comité central. C'était ma compréhension depuis le début. Et j'ai lu un livre chinois qui parlait de la révolution chinoise. Et c'est là que j'ai acquis ces connaissances. Donc, ça n'a rien à voir avec un rang équivalent à celui d'un chef de district ou d'un chef de division. Nous comprenions bien ce qui était stipulé dans les statuts du parti et je savais depuis 1967 ce qu'était la discipline du parti. Question. Bon, je vous remercie. Votre réponse est un peu longue. Je ne vous demandais pas de nous donner la description de ce que vous aviez pu apprendre en Chine. Mais ma question est, étant donné votre statut et votre rang à l'époque, comment pouviez-vous acquérir une telle connaissance du parti? Était-ce parce que l'on vous en avait parlé ou était-ce parce que vous aviez pu lire des documents? Réponse. Monsieur le Président, dans les statuts du parti, il est clairement fait mention que la direction du pays est assurée par le comité central. Il est indiqué clairement que les subalternes obéissent aux supérieurs. Il était également mentionné dans les statuts de 1967, ce que j'ai appris, ce qui avait été rédigé en 1960, c'était clairement indiqué. Et j'étais déterminé à respecter le parti. Lorsque je suis arrivé à M13, on m'a dit que je devais obéir aux décisions de la partie centrale du parti. Donc voilà comment ça s'est passé. Question. Dans votre fonction en tant que responsable de S21 et également chargé des interrogateurs et de ceux qui révisaient les aveux, les confessions. Donc, avant que vous ne deveniez le responsable de S21, quel était votre rôle? Est-ce que, si on compare par exemple la répartition des rôles entre Pol Pot et Nuon Chea, comprenez-vous ma question? Réponse. Oui, Monsieur le Président, j'ai déjà indiqué, je vais répondre à cette question, lors du procès 001,
J'ai indiqué de manière répétée, et la Chambre en est témoin, que la hiérarchie de S21, c'était Doik. Ce n'était pas Monaik. Pour toutes les activités du Parti communiste du Kampuchea face à l'histoire, ceux qui étaient responsables de cela, c'était ces deux personnes-là, Pol Pot et Nuon Chea. Et encore une fois, en l'absence de Pol Pot, Nuon Chea prenait les décisions. Question. Avez-vous quelques éléments de corroboration pour dire qu'en l'absence de Pol Pot, Nuon Chea décidait, et quand Pol Pot était présent, Pol Pot prenait les décisions et Nuon Chea surveillait la bonne exécution? Réponse. En premier lieu, nous avons tous vu le document du 9 octobre 1975. J'ai déjà parlé de la teneur de ce document. Si l'un était absent, c'était l'autre qui prenait les décisions. Donc, un prenait les décisions et l'autre assurait la surveillance de la bonne exécution des décisions. Si l'un n'était pas présent, c'était l'autre qui prenait les décisions et assurait leur bonne exécution. Nous avons également des éléments de preuve à cet égard qui ressortent de S21, les aveux de la personne nommée Nan Kun Kin que j'ai mentionnée ce matin. Les procureurs connaissent la cote de ces aveux de Nan Kun Kin. J'ai fait rapport au sujet de ce document au frère Kin, Somsen, et il est probable que Somsen le remettait directement au frère Nuon. Et ça, ce sont les éléments de preuve qui montrent qu'en l'absence de frère Paul, c'est le frère Nuon qui prenait les décisions. Et ceci était évident au cours de la période durant laquelle Pol Pot a déclaré qu'il était en mauvaise santé. Pour les détails, vous pouvez vous reporter aux déclarations que j'ai faites lors d'auditions avec le bureau des juges d'instruction. Donc, en conclusion, vous avez les documents rédigés par moi et rédigés par les individus pertinents. Donc, ces documents existent, les preuves existent à cet égard. Conseil, je vous remercie. Lorsque Son Sen s'est rendu dans la zone Est en mission, saviez-vous que Son Sen s'était rendu en zone Est pour une période donnée et savez-vous quand il est revenu? Réponse. Son Sen est parti. Au début, je ne savais pas où il était allé plus tard. De mes jeunes frères qui travaillaient au quartier général m'a rendu visite et m'a dit qu'il était là également. Et c'est comme ça que j'ai appris cela. En ce qui concerne la période, Son Sen m'a quitté 15 août 1977 et je ne l'ai pas revu avant le 25 juin 1986, lorsqu'il m'a appelé pour m'assigner une tâche. Donc c'était pendant une longue période, en fait, que je n'étais plus en rapport avec lui.
Et donc du 25 au 27 ou au 26 juin 1986, si j'ai bon souvenir. Le Conseil, donc, entre le 15 août 1977, lorsque Son Sen est parti en mission à l'Est, vous nous dites que c'est Nunchea qui était chargé de la sécurité à sa place. J'aimerais que l'on précise cela. Lorsque le 26 juin 1986, il est revenu, c'est exact, c'est là qu'il est revenu? C'est à ce moment-là qu'il est revenu? Réponse. Donc, je pense qu'il y a un malentendu entre nous. J'ai dit que ce n'est parti le 15 août 1977 et que je l'ai rencontré le 25 ou le 26 juin 1986. 25 ou le 26 1986. C'est alors qu'il m'a téléphoné pour m'assigner une tâche à nouveau. Conseil pour la défense. Donc, la période au cours de laquelle vous n'étiez plus en contact avec Son Sen est assez longue. Cependant, entre-temps, y avait-il des documents indiquant qu'il était revenu ou s'il allait revenir après la fin de sa mission à l'Est au bout de 2 ou 3 mois? L'avez-vous jamais contacté dans sa capacité officielle au ministère de la Sûreté ou de la Sécurité? Réponse. Son Sen et moi-même, depuis notre séparation, en fait, je suis resté en communication radio de façon mensuelle. Et le dernier mois, après l'arrestation de Saupam, je veux dire avant l'arrestation de Saupam, le Conseil pour la défense, je vous remercie. Une précision, s'il vous plaît. Au retour de Son Sen, je pense, quoique je n'ai aucun document pour étayer cela, ni à verser au dossier, il me semble que sa mission n'a pas été très longue. Il est parti en mission, il est revenu. Parce que dans le cadre du réseau vertical au sein de la Sûreté, ma question est la suivante. Une fois revenu, est-ce qu'il a continué, est-ce qu'il a repris ses fonctions de ministre de la Sûreté? Et si c'est le cas, pourquoi ne l'avez-vous pas rencontré au cours de cette période? Procureur, vous avez la parole, dit le Président. Et j'ai une objection à la question parce que celle-ci est fondée sur des informations au sujet desquelles le Conseil nous dit qu'il n'a pas d'éléments de corroboration. C'est une intuition, cette idée du retour. C'est donc une question orientée qui n'est pas fondée sur une substance quelconque qui pourrait être présentée à la Cour. Donc il peut demander au témoin si Son Sen est revenu, quand est-ce qu'il est revenu. Mais en fait, il met en avant des faits dont il n'a pas lui-même la certitude. Monsieur le Président, Conseil, que répondez-vous à cela? Le Conseil, j'aimerais répondre à l'objection soulevée par l'accusation. En fait, le témoin a dit, lorsque Son Sen est revenu, la période transitoire était trop longue. Et que de ce fait, il ne pouvait pas utiliser cette période pour impliquer mon client, car en fait, le secrétaire de la Sûreté restait d'une partie de ses fonctions lorsqu'il est revenu au ministère à Phnom Penh. Et si
Si le témoin dit qu'il a rencontré le ministre le 26 ou le 20 juin 1986, cette période est beaucoup trop longue. Ça signifie qu'il y a eu des rapports entre le ministère de la Sécurité et les autres centres de sécurité qui n'ont pas pu fonctionner pendant toute cette période. Donc je ne tire pas de conclusion, mais il me semble fort peu probable que ce fût le cas. Le président. L'objection, nous retenons l'objection de l'accusation. Monsieur le Conseil, veuillez, s'il vous plaît, reformuler votre question et essayez d'éviter d'y introduire des conclusions subjectives qui n'appartiennent qu'à vous. Vous devez vous fonder sur les événements et les faits pertinents contenus dans le dossier. Maître Sonarol, je vous remercie, Monsieur le Président. J'aimerais poursuivre mon interrogatoire. Sur la base des déclarations que vous avez faites à l'accusation le 26 mars 2012, que les subalternes devaient faire rapport à leurs supérieurs, et que le peloton à la compagnie, le bataillon au régiment. Et donc, comment pouvez-vous faire référence à Son Sen? N'est-ce pas contraire à la hiérarchie que vous avez décrite à l'accusation? Et cela est aussi en contradiction avec le chapitre 3, article 6 du statut du parti. Réponse. En tant que régiment indépendant, S-21 faisait rapport à l'état-major. Pour ce qui est de logistique, des armes, des fournitures médicales, des uniformes, tout cela, pour tout cela, S-21 dépendait, ou plutôt, toutes ces questions étaient du ressort de l'état-major. Pour ce qui était des questions de formation et des champs de bataille, S-21 dépendait de Son Sen. Après le 15 août 1977, j'ai été séparé de Son Sen. Et j'ai déjà dit que Son Sen avait été nommé ministre. À l'époque, on l'appelait le ministère de la Défense du pays, pas le ministère de la Défense nationale. C'était son titre. Et il avait la responsabilité de l'état-major. Il y avait des responsabilités en conséquence. Quand le pays en avait besoin, on ordonnait à l'état-major d'aller se positionner à Nha Klung et donc il avait été appelé à ce ministère sur les questions de l'état-major. Séparément, S-21, nous étions sous le contrôle de Son Sen. Son Sen avait déjà dit, camarades, vous devez m'envoyer personnellement les documents et les rapports de S-21 car je représente l'ANCAR. Et c'était ça, les mots exacts qu'il avait employés. En pratique, je n'ai jamais fait rapport à qui que ce soit d'autre que Son Sen. Maintenant, le statut du parti. Ce que vous avez dit était correct. Il faut respecter ses supérieurs. Donc, le régiment faisait rapport au niveau de la division, mais pour ce qui était d'un régiment indépendant, lui faisait rapport à l'état-major. S-21 a été créé en vertu de
l'article 8 du statut du parti sous le contrôle du comité permanent. Et je n'ai pas le document sous les yeux. Si vous en avez besoin, je demanderai la permission du président que l'on affiche à l'écran le document. Maître Sonaroun. Oui, j'ai l'article sous les yeux et je vous remercie pour cette réponse. Mais je n'ai pas beaucoup de temps et j'ai d'autres questions à vous poser. Je préférerais que vous répondiez brièvement et avec concision. Dans votre réponse à une question du procureur, vous avez dit qu'en 1979, le frère Non vous a ordonné d'éliminer tous les prisonniers qui restaient. Pouvez-vous confirmer si l'ordre émanant du frère Noun était un ordre de Nuon Chea ou de quelqu'un d'autre? Ça, c'est ma première question. Deuxième question. Où était Son Sen au début de janvier 1979, avant l'arrivée des soldats vietnamiens à Phnom Penh? Comment a-t-on mis en œuvre l'ordre par écrit? Y avait-il une signature particulière, un tampon, un timbre? Vous croyez que c'était un ordre de Nuon Chea à l'époque? Réponse. Je vous remercie, maître. Laissez-moi préciser ma réponse. Le frère Son Sen était sans doute sur le champ de bataille du 26 novembre 1978 et après. Je regrette. C'est plutôt, c'était 1977. Car la signature sur les documents qui étaient envoyés à S21, comme nous l'avons vu lors des audiences du procès 1, une dernière signature était le 26 novembre 1977. C'est pourquoi je pense que Son Sen était au front à partir de cette date. Pour ce qui est maintenant des communications par radio, ce n'était pas des échanges très fréquents. Son Sen ne m'a pas rencontré en personne à partir de cette date. C'était le premier point. Ensuite, l'ordre d'éliminer les prisonniers qui demeuraient à S21. L'ordre était en date du 1er janvier 1979, mais je n'étais pas assez précis. Les prisonniers qui restaient ont été exécutés le 3 janvier, si je me souviens bien. Le frère Noun m'a envoyé directement l'ordre. Laissez-moi me souvenir du libellé, quand je l'ai rencontré en personne. Il a dit que tout camarade, tu dois exécuter tous les prisonniers qui restent. Et j'ai dit, qu'en est-il des détenus du mois de juin? Les Yun plutôt. Qu'en est-il des détenus Yun? Car nous devons préparer leurs aveux pour les émissions radio. Il m'a répondu, il faut les éliminer. Qu'en est-il des Joe A? Doit-on les éliminer? Il m'a répondu, c'est à toi de voir. Maître Sonaroun. Je vous remercie, monsieur le témoin. J'ai maintenant une autre question pour vous. J'aimerais maintenant que l'on parle des comités permanents de zone. C'était le comité permanent de zone qui prenait les décisions au niveau de la zone. Qu'en est-il du niveau du secteur, du district et de la coopérative? Était-ce pratique courante que le secrétaire des comités de ces niveaux prenait la décision?
ou devait-il demander l'autorisation de l'échelon supérieur? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre, car l'accusation demande la parole. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Le procureur. Monsieur le président, à des fins de précision, il n'est pas clair si le Conseil fait référence à la décision du pouvoir d'exécuter du 30 mars 1976 qui donnait aux zones l'autorisation d'exécuter, ou s'il fait référence à d'autres décisions générales qui ne sont pas qui ne portent pas précisément sur l'exécution. Il serait bon que le Conseil dise exactement ce à quoi il fait référence. Le président, je vous remercie, monsieur le procureur. Maître, pourriez-vous reformuler votre question et être plus précis? En général, il faut fonder ces questions sur des documents. Vous pouvez poser des questions de nature générale en vous référant à des documents. Maître Sonaroun. Je ne souhaite pas répondre à l'objection. Je vais simplement passer à une autre question. Pour ce qui est de faire venir les gens à Phnom Penh, c'était à la discrétion du secrétaire ou du secrétaire adjoint. Comment le saviez-vous? Vous n'étiez que président de S21? Réponse. Les soldats ont été, ou la force militaire a été créée en 1956 comme force militaire du parti établie par chaque zone et était sous les ordres du parti. Je parle du parti ici, je fais ici référence au secrétaire et au secrétaire adjoint. En 1974, cette force militaire a été réunie pour en former une division sous le contrôle du secrétaire du parti. C'est comme cela qu'elle a été formée. Maintenant, le statut du parti de 1971 avait un libellé distinct de l'autre. Les soldats étaient des créatures du parti. C'est comme ça que c'était écrit. Maître Sonaroun, je vous remercie, monsieur le témoin. Nous, tout était bon, ça m'a payé moi. Question. Au sujet du rôle de S21, qui avait la responsabilité de recueillir des aveux mettant en cause d'autres personnes. C'est cela sur la base des déclarations que vous avez faites dans le prétoire. Vos supérieurs hiérarchiques, était-ce la pratique à l'époque? Réponse. C'était la pratique, monsieur le président. C'était la façon de faire au CPK depuis la période du mouvement Isarak. Maître Sonaroun, quand Son Sen est allé en mission à la zone Est, vous avez dit au tribunal qu'à l'époque, Nuon Chea
responsable à la place de Son Sen. Avez-vous lu un document quelconque officiel qui nomme Nuon Chea en remplacement de Son Sen, responsable de sécurité, et qui l'a nommé? Réponse. Quand je suis allé voir Son Sen, quand j'étais sous ses ordres, il m'a dit qu'il fallait faire ce que disait le frère Nuon. Je n'ai pas inventé cela. Cela montrait que au-dessus de Son Sen, il y avait le frère Nuon, et après il y avait le frère Paul, et tout le monde le savait. Et le 15 août 1977, j'ai reçu un appel. Je pense que c'était soit le camarade Lin ou le camarade Nat. On m'a donné une tâche. Et à l'époque, ce n'était pas à l'endroit au nord de Borikela où travaillait Son Sen. C'était à l'Institut Samouraset. Je suis allé au 2e étage du lycée Samouraset et j'ai rencontré le frère Nuon. Il m'a dit, camarade, ou plutôt, il a dit, camarade Q, allez au front, je suis ici pour... Le camarade Q est parti au front, je le remplace. Et donc tout le monde le savait. Nous savions tous que le frère Nuon était plus haut dans la hiérarchie que le frère Q. Donc, pour ce qui est d'un timbre ou d'un document officiel, d'un transfert d'autorité, il n'y en avait pas. Maître Sonaron, la semaine dernière, le 5, je vous ai demandé une question, mais en raison du temps qui s'était écoulé, j'aimerais vous poser la question à nouveau. Question supplémentaire. Quand les procureurs vous ont demandé si vous pensiez que les étendards révolutionnaires pouvaient être reproduits, vous avez répondu, vous avez dit oui, ce sont des copies. Et je vous demande, pourquoi pensiez-vous que c'était des copies? Sur quoi fondez-vous cette évaluation? Question numéro 1. Et ma deuxième question, savez-vous où sont les originaux du magazine? Savez-vous où ils sont entreposés maintenant? Je fais ici référence donc au magazine d'origine. Les originaux. Réponse. À propos des étendards révolutionnaires, je les ai lus depuis 1971 ou au début de 1972, donc à partir de cette date. Donc voilà, premier point. Deuxième point. Je reconnais, plutôt sur le sujet des photocopies, j'ai déjà dit, je ne les ai jamais vus faire de photocopies. Mais je pense qu'il s'agit d'une copie de l'original. Vous me demandez où il se trouve. Peut-être que certains ont été recueillis à S21. Et je pense que les copies d'origine, c'est Changyuk qui les a. Bien évidemment, je suis au courant car, vous savez, je suis les audiences de ce tribunal. Maître Sonaron, j'ai une autre question. Ce document écrit de votre main, 180,
dont le titre est Leçon retenue des anciens de l'autre société. En Khmer 00 78 79 39 et en anglais 00 79 19 79. Et vous dites que Ho Chi Minh a gardé quelqu'un à Hanoï, a gardé ses peines en charge du pays. Quelles étaient les politiques de Ho Chi Minh? Et avez-vous des preuves pour expliquer les politiques, ou étayer ces politiques de Ho Chi Minh, pour que le public cambodgien comprenne bien ces politiques? Réponse. Le document a été retenu par le PCK après la... Donc Ho Chi Minh a retiré ce movement pour le renvoyer à Hanoï et il y avait 1700 combattants cambodgiens et cadres. Ces personnes ont été envoyées pour étudier au Vietnam. Ça, c'est un fait. Pour ce qui est du libellé exact, nous n'avions aucun... Nous ne l'avions pas. Si Heng a été laissé au pays, et c'est aussi écrit dans ce document du PCK. Maître Sonaro, j'ai une autre question. Dans votre document E180, RN Khmer 00787952, en anglais 00791999, ce document, il est écrit après le coup d'État. Vous parlez de la présence de soldats vietnamiens au Cambodge. Et vous dites que les soldats vietnamiens qui se sont réfugiés au Cambodge ont défait les autorités de l'ONOL au niveau du district et ont créé un pouvoir provisoire. Ce pouvoir appartenait au Parti des travailleurs du Vietnam, mais en toute apparence, il s'agissait de Cambodgiens. Et que les cadres, les cadres qui siégeaient au comité du district étaient des Vietnamiens portant un nom cambodgien. Les soldats cambodgiens mobilisés par les Vietnamiens faisaient partie du Parti vietnamien et sous le contrôle d'un comité de la compagnie vietnamienne. Ils ont confisqué du butin et des armes et tout cela appartenait au Parti vietnamien. Ça, c'était l'extrait que j'ai cité du document E180. Vous avez dit qu'il s'agissait donc d'une autorité provisoire et qu'elle serait remise à l'encart cambodgienne. Ma question est la suivante. Y a-t-il eu un transfert de pouvoir aux autorités cambodgiennes? Et si tel est le cas, quand cela s'est-il produit? Réponse. Laissez-moi vous donner un ou deux exemples. Ce sont des événements historiques. Dans mon village natal, à Stone plutôt, les Vietnamiens ont libéré Stone vers le 16 mars. Plutôt en juin, ils ont nommé une coopérative pour qu'elle soit un comité de district du front. Son nom était Prong, puis l'encart
Khmer est arrivé avec le camarade Leung. Le camarade Leung est mort à S21. Il est devenu le secrétaire de district à l'époque. Et voilà donc le transfert de pouvoir. Pour ce qui est de la zone de Sang et de Koktum, Kings Fight, ils étaient sous le contrôle des autorités de la province Hangjiang. Ils ont nommé des comités du front, des comités de district. Je m'y perds un peu. Ils ont donc organisé les comités de secteur et les comités de district, puis ont nommé des soldats au comité du front, au niveau du sous-district, au niveau du village. Et ont emmené avec eux au Vietnam tout le butin et les armes qu'ils avaient confisquées, ainsi que les impôts. En juillet ou en août, l'Est a nommé un comité du parti au secteur 25 pour protester contre ce pouvoir vietnamien. Et qu'il fallait qu'il y ait un percepteur d'impôts cambodgien au sud de Presneng, puis on a transféré du secteur 62 au secteur contrôlé par l'Est. Voilà pour donc le transfert de pouvoir. Des fois, ça s'était rapidement, des fois, c'était sur une période plus longue. À Stung, ça s'est fait très rapidement. La transition s'est faite vite. Maître Sonaon, je vous remercie. Dans ce paragraphe que je vous ai lu, j'ai des questions. J'ai 5 questions. J'ai 4 autres questions en fait à vous poser. Question numéro 2. Pourquoi le parti vietnamien a-t-il installé une structure ayant un pouvoir en territoire cambodgien à l'époque? Réponse. Oui, voilà me mène à tirer une conclusion. J'ai analysé la situation, je peux tirer une conclusion. Les Vietnamiens et les soldats vietnamiens se sont réfugiés en territoire cambodgien. Et pendant le coup d'État, Lon Nol a reçu d'un navire qui avait été envoyé de Seattle des armements. De Sito, se reprend l'interprète. Puis, donc, il y a eu arrestation, les gens ont été détenus. Il y avait donc détention à plusieurs endroits, notamment un près du marché Kandal. Puis, on a envoyé la Croix-Rouge et c'est là que les soldats du Sud-Vietnam ont levé l'étendard du Front uni pour défaire Lon Nol. Et quel était l'objectif de cela? En fait, nous dépendions de l'assistance vietnamienne. Et les Vietnamiens ont profité de l'occasion pour contrôler le Cambodge. Mais évidemment, ce n'était pas possible. Ils sont restés le plus longtemps possible pour profiter le plus possible de la région. Je vous remercie, dit Maître Sonaroun. J'ai 3 autres questions et ce sera ensuite terminé.
Qu'en est-il de l'autorité vietnamienne au Cambodge? Combien de personnes y avait-il? Et pouvez-vous nous dire où ils étaient situés au Cambodge? អាធំវៀតណាមដែលមកគ្រប់គ្រងកងទ័ព Le comité vietnamien, sous le contrôle des militaires établis par le Vietnam au Kampuchéa après le coup d'État de 1970, ils sont tous retournés au Vietnam. Et moi, je ne connais que les commandants de comité de Kin Swai et les comités qui contrôlaient les districts de Kon Tum, c'était Win Nam Do. Mais ils sont tous repartis au Vietnam. សូមអរគុណនេះជាសំណួរចុងក្រោយបំផុត Je vous remercie, dit la Défense. Ma dernière question. យ៉ាងដូចម្តេចចំពោះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វៀតណាម Comment expliquez-vous la stratégie vietnamienne en territoire kampuchéa? Réponse. Je vais vous parler des événements qui ont suivi le coup d'État du 18 mars 1970. Nous ne leur avons pas demandé de l'aide, ils étaient déjà là. Ils ont utilisé des moyens militaires pour chasser les autorités de l'ONNOL. Quel était leur objectif? Nous pouvons vous expliquer cela en disant qu'il est difficile de deviner leurs véritables intentions, parce que personne ne nous a expliqué ce qu'ils voulaient. សូមអរគុណសូមអរគុណលោកធានដែលខ្ញុំអត់សំណួរហើយសូមអរគុណ Bien, je remercie le témoin, je remercie le président. J'en suis arrivé à la fin de mes questions. Le président, je vous remercie, Monsieur le Conseil de la Défense, je remercie le témoin. Le moment est venu de suspendre l'audience. Le président aimerait que les trois équipes de défense aux trois équipes de défense, si leurs clients ont l'intention d'obtenir des confrontations avec le témoin. Je vais demander d'abord à l'équipe de défense de Nunchea. Je vous remercie, Monsieur le Président. Comme nous l'avons indiqué la semaine passée, notre client aimerait pouvoir lire une déclaration répondant au témoignage de ce témoin. Et puisque je suis debout, il y a d'autres points de procédure que nous aimerions pouvoir soulever la semaine prochaine. Je crois qu'il nous faut cependant assimiler ce qui s'est produit jusqu'à maintenant, la manière dont l'interrogatoire de ce témoin s'est déroulé. Nous aimerions revenir sur au moins 2 décisions prises par la Chambre pendant ces interrogatoires qui, à notre avis, enfreignent les droits de la défense. Mais j'y reviendrai la semaine prochaine. Pour répondre à votre question, notre client aimerait répondre au dire de ce témoin au cours de la semaine écoulée. Je ne pense pas que cela prendra plus de 10 à 15 minutes. Le président, notre
notre intention était de vous demander si le client désirait en personne poser des questions aux témoins, pas une réintervention des conseils. Donc j'aimerais que vous demandiez à votre client s'il désire s'adresser aux témoins. Monsieur le Président, j'aimerais lui demander si, mis à part la déclaration qu'il entend faire, il a quelques questions à poser. Qu'en est-il de la défense de Ieng Sary? Conseil pour la défense de Ieng Sary. Mesdames et Messieurs les juges, bon après-midi, Monsieur Kangen-in. Monsieur Ieng Sary a déjà déclaré qu'il exercerait son droit de rester muet et il entend exercer ce droit par rapport à... Je vous remercie. Le Président, je vous remercie. Alors, la défense de Khieu Samphan. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Khieu Samphan ne désire pas poser de questions aux témoins Duc. Merci.
Le Président, je vous remercie. Je remercie les trois équipes de défense pour leur réponse. La Chambre désire informer la défense de Nunchea que si celui-ci désire faire des observations ou des commentaires concernant la procédure au niveau de l'interrogatoire de ce client, il faudra le faire par écrit et le soumettre à la Chambre d'instance. Toutes les parties disposant d'ailleurs du même droit. Les parties ont également le droit de répondre par écrit aux conclusions qui seront déposées par l'équipe de Nunchea. En ce qui concerne le désir de Nunchea de faire une déclaration de 5 à 10 minutes, eh bien, ce sera accordé. Les deux autres équipes de défense ne désirent pas poursuivre l'interrogatoire du témoin. Le moment est à présent venu pour lever la séance. Encore une fois, la Chambre désire remercier le témoin Duc pour ses efforts visant à répondre à de nombreuses questions pendant ces quelques jours, et ce avec beaucoup de patience. Et pour avoir déployé vos meilleurs efforts pour ce faire. La Chambre n'a pas de questions à vous poser à ce stade. Donc, la sécurité va escorter M. Duc à son lieu de détention. Les avocats des parties civiles, vous demandez la parole à la dernière seconde. Ceci n'est pas très approprié. Nous aimerions qu'à l'avenir, vous utilisiez le temps qui est imparti en cours d'audience et pas immédiatement avant que l'audience soit suspendue pour la journée. Monsieur le Président, pardonnez-moi de demander la parole au dernier moment, mais je n'en aurai pas pour longtemps. J'avais le sentiment que la Chambre avait pris une décision en ce qui concernait la déclaration de M. Nunchea. Si ce n'est pas le cas et s'il est effectivement possible désormais que M. Nunchea fasse une déclaration, nous souhaiterions pouvoir nous expliquer sur ce sujet, mais effectivement lorsque l'audience reprendra, c'est-à-dire sans doute mercredi prochain. Mais nous souhaiterions nous expliquer. Nous pensions que la décision était déjà prise et nous ne pensions pas qu'il pouvait être rediscuté de ce point. Bien, l'audience est levée. Le procès reprendra le 18 avril 2012, c'est-à-dire après la célébration du Nouvel An Khmer à 9 heures. La sécurité va maintenant escorter les accusés vers le centre de détention et faire en sorte qu'ils soient de retour le 18 avril 2012 avant 9 heures du matin lors de la reprise des audiences.